Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, très heureux de vous retrouver. Veuillez m'excuser pour ces petites minutes de retard. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire, donc point de marché sur l'actualité et l'analyse technique des principaux actifs, pardon. Donc voilà, nous allons pouvoir débuter. Alors cette nuit, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu un rebond des PMI chinois et manufacturiers, de façon assez inattendue, hein, compte tenu de la tendance que nous avons ces derniers mois. Donc c'est plutôt positif. On a eu les marchés asiatiques ont de ce fait clôturé en forte hausse. Le Nikkei qui a gagné 1,73%, le CSI en a gagné un peu plus de 2, il me semble. Le MSI Asie ex-Japon a gagné près de 1%. Bref, il y a plutôt de l'appétit pour le risque ce matin, malgré les incertitudes persistantes autour du Brexit. On voit que ça n'a pas vraiment d'impact sur les marchés, mis à part la livre sterling. Donc pour le moment, le Brexit n'a pas, on va dire, d'impact sur les marchés actions. Ça pourrait changer, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc bon, on a plutôt l'appétit au risque ce matin et je pense que c'est dans cette lignée qu'il faut plutôt finalement se positionner. Alors bonjour Catherine, j'espère que vous allez bien. Gérard, que je salue également. François, Raymond, Vladimir, Alexandre de même. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Hein. Je rappelle, le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, comme on peut constater, vendredi, on a eu plutôt également l'appétit au risque. On a eu de l'optimisme au niveau des négociations commerciales. On a eu un communiqué de Washington, de la Maison Blanche, qui indiquait que les négociations commerciales se passaient bien, étaient constructives et sincères. Donc voilà, plutôt de l'optimisme, ce qui a permis au marché de spéculer toujours plus sur un accord. Euh, il n'y a aucune deadline qui est fixée pour les négociations commerciales, donc ça peut prendre encore quelques semaines, comme ça peut prendre encore quelques mois, comme ça peut ne jamais se terminer. Donc voilà. Donc pour le moment, le marché est en risk-on. En plus, ce matin, comme je vous dis, on a les PMI qui viennent rassurer un petit peu, en tout cas qui viennent améliorer les perspectives économiques en Chine et au Japon. Et donc du coup, dans le restant du monde, on a les PMI définitifs du mois de mars publiés ce matin en Europe et cet après-midi au Canada et aux États-Unis. Le marché attend une révision à la hausse par rapport aux estimations flash. Voilà, de l'appétit au risque tout simplement. Voilà, donc le yen qui recule, le gold également, le Brent qui est en hausse. Bref, on a typiquement de l'appétit au risque ce matin. C'est vraiment typique. Hein. Yen, gold en baisse, Brent et actions en hausse. Alors, au niveau du calendrier économique, nous aurons des PMI, les estimations, oui, définitives, hein, des PMI en zone euro du mois de mars publiées ce matin, qui ne sont pas affichés ici parce que c'est pas d'une forte importance. Sinon, nous aurons l'inflation en zone euro publiée à 11 heures, les ventes au détail aux États-Unis à 14h30 et on peut le voir, le PMI canadien 15h30 et l'ISM manufacturier à 16 heures et voilà tout simplement. Alors le VIX qui revient proche de ses plus bas, donc pour le moment on a de l'appétit au risque. Hein. Ouais, c'est clair. Le yen qui est en consolidation, tout comme le VIX. On n'a pas de nouveau plus bas sur le VIX, on n'a pas de nouveau plus bas sur le yen. Pour le moment, c'est consolidation légère baisse à court terme sur les devises refuges et consolidation depuis finalement près d'un mois, comme on peut le constater. Alors, regardons un petit peu les marchés. On va commencer par le S&P 2852. Donc on peut voir que le S&P a bien fortement rebondi finalement là, surtout en fin de semaine dernière. Donc joli rebond. Encore une fois, comme on vous en avait parlé avec Vincent, l'invalidation des stratégies d'achat à court terme, c'est les 2800 points. En fait, précisément, c'est le plus bas du lundi 25 mars, c'est-à-dire 2784 points. Si on passe en dessous des 2784, eh bien c'est invalidation de la stratégie. Là, on peut voir donc lundi, on est sur contrat futur.
on a, enfin on n'est pas sur contrat futur, on a une cotation, voilà, CFD, mais du coup c'est un peu comme le futur. Bref, c'est en hausse ce matin, donc on voit qu'on a l'appétit au risque. On vient chercher les récents sommets, donc là ça va être une résistance quand même importante en intraday, 2859 points. Si on casse les 2859 points, ça sera un signal haussier en direction, eh bien finalement des plus hauts historiques, 2941. Malgré la divergence baissière qu'il y a sur le S&P. Une divergence, ça peut se former pendant énormément de temps. Et c'est indispensable d'attendre la cassure de 50 pour exploiter une divergence. Parce que regardez par exemple ici, vous aviez une belle divergence. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on avait une belle divergence. Vous voyez, on a une petite baisse du prix, mais le RSI qui a rebondi à 50. Et vous voyez, donc si vous aviez vendu, eh bien vous étiez mal positionné. Donc, il est indispensable, en tout cas, il est fortement conseillé d'attendre le franchissement de 50 pour finalement améliorer ses chances de gain. Bien évidemment, vous rentrerez un petit peu plus en retard que si vous n'attendez pas la cassure de 50, mais au moins ça vous permettra d'optimiser vos chances de gain. Donc là, à court terme, résistance 2860 points. Si on a le breakout, c'est direction 2940. Et ensuite, éventuellement, les 3000 points. Maintenant, il va pas falloir s'attendre à ce que le S&P continue avec ce momentum. Sachez que le trimestre qu'on a eu, parce que là on entame le deuxième trimestre de l'année déjà, mais le premier trimestre de l'année c'était le meilleur depuis 1998. Vous voyez, plus 13,04%. Et là on avait plus 20. Voilà. Donc c'était le meilleur. Ah non, pardon, depuis octobre 99, excusez-moi. C'est le meilleur depuis octobre 99, donc il va pas falloir non plus s'attendre à ce qu'on ait une progression aussi linéaire et aussi rapide tout au restant de l'année. Pourquoi? Parce que ça veut dire 13% par an, enfin 13% par trimestre pendant un an. Je vous fais un petit exemple. Donc un trimestre, deux trimestres, trois trimestres, quatre trimestres. Ça fait du 63% l'année. 63%, c'est beaucoup. Vous voyez, c'est du jamais vu sur S&P. Donc il y a des moments cette année, enfin en tout cas, faut pas s'attendre à ce que le S&P continue avec ce même momentum. D'ailleurs, on le voit déjà. Hein. On le voit, il suffit de regarder l'orientation de la moyenne mobile à 20 jours. Regardez, là, elle est à la verticale, et là, elle devient de plus en plus flat. Donc, on a une perte de momentum, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc c'est boule, marché, action, en intraday, direction les 2859 points. Pour l'Eurostox, direction eh bien les 3400. On peut voir que ça a fait office de résistance il y a 2 semaines. Au niveau du CAC, eh bien c'est les voilà, en intraday c'est les 5450, 5446, voilà. C'est ce niveau-là qu'il faudra chercher. Vous voyez qu'on a un beau gap haussier. Alors un beau gap, alors de combien est-il ce gap? « 0,71%, c'est un gros gap, donc je ne pense pas qu'il sera entièrement comblé. On va avoir un retracement, mais entièrement comblé, ça me semble peu probable. Donc 50% de retracement de ce gap me semble beaucoup plus possible, ce qui est normal, mais voilà, ça me semble beaucoup plus plausible que 100%. Voilà, donc un retour à la rigueur à 5375 avant un rebond. Mais je m'attends vraiment pas à un comblement complet de ce gap, à part si les PMI finalement en zone euro ressortent moins bons que les estimations flash. Dans ce cas-là, oui, mais voilà, le marché attend, comment dire, une amélioration par rapport aux premières estimations. Donc voilà, de toute façon le RSI il est bien bullish. Pour le moment, on n'a pas de signaux contraires qui viendraient nous suggérer la vente. 30 minutes, 15 minutes, voilà, c'est boule. Hein. On n'a pas de signaux baissiers pour le moment. Alors sur un trimestre, qu'est-ce que nous fait notre CAC 40? Sur un trimestre, le CAC fait quand même
13,45%. C'est mieux que le S&P. 13,45, c'est le meilleur trimestre depuis janvier 2015. Donc c'est plutôt, voilà, pas mal, hein. C'est le meilleur trimestre finalement depuis l'annonce du QE. Ce qui n'est pas surprenant puisque au premier trimestre de cette année, on a eu un retour des banques centrales. Retour des politiques monétaires accommodantes, ou en tout cas, retour des tons dovish, ce qui sous-entend un retour des politiques monétaires accommodantes. Donc c'est pour ça qu'on a finalement, on a eu un meilleur mois, un des meilleurs mois du CAC 40. Alors, on continue avec le DAX. Le DAX qui, pareil, ouvre avec un gap haussier. Alors, on va regarder les PMI. Alors, les PMI, alors non, bon, ça marche pas. Tac, calendrier économique. PMI en zone euro, les estimations flash, à quelle heure ressortent-ils? Alors, le PMI italien, il est mauvais. Le PMI français, il est mauvais, il déçoit. Le PMI allemand, il déçoit. PMI de la zone euro, il déçoit. Je ne sais pas pourquoi il est en rouge. Alors finalement, ils ont déçu, ce qui est une mauvaise chose. Donc l'euro, à mon avis, l'euro doit mal se positionner. Alors ça va, pour le moment, il tient la route. En tout cas, des PMI qui déçoivent en Europe, mais pas en Asie. C'est assez, je dirais pas surprenant, mais bon, c'est comme cela. Donc ça devrait en tout cas continuer à peser sur les actifs européens, le fait qu'on n'a pas eu un rebond de ces PMI. En tout cas, pas un rebond, pas eu une meilleure publication que la précédente. 47,7, 47,7, 49,7, 49,8, 44,1, 44,7, 47,5, 47,6. Vous voyez que ça descend. Normalement, ça descend. Donc DAX, c'est haussier, premier objectif 11 744 points malgré le décevant PMI. Malgré le décevant PMI, ces directions, vous voyez les 11 700 points, c'est ce plus haut. Et ensuite, on ira chercher les 11 800. Alors, au niveau de l'euro dollar travaille toujours les 1,1215, comme on peut constater, c'est un puissant niveau de support. On a rebondi dessus jeudi, on a rebondi dessus vendredi, même si on l'a un petit peu, vous voyez, dépassé. Et ce matin, on le teste à nouveau. Donc, ça va être critique. Regardons un petit peu ce que fait le RSI. Le RSI diverge à la hausse. Donc, c'est pas encore un signal haussier, parce que, alors, je le répète suffisamment, mais vous savez qu'il faut attendre la clôture au-dessus de 50. En tout cas, c'est ce que personnellement je privilégie, j'attends comme signal. Donc là on voit qu'on a un RSI en rebond, alors on voit pas très clairement, mais regardez au niveau des données, 30,10 et là on a 31,89. Alors que dans le même temps, on a un prix de clôture ici qui est plus bas que celui-ci. Donc on a une divergence. Maintenant, pour exploiter cette divergence, il va falloir qu'on attende que le RSI dépasse 50. S'il dépasse 50, on pourra s'attendre à une correction de cette tendance. Alors peut-être pas intégrale, mais au moins 38%, voire même 50%. Mais pour cela, il faut qu'on attende le croisement à la hausse. Tant qu'il n'y a pas de croisement à la hausse, cette divergence n'est pas réellement exploitable. Elle est difficilement exploitable. Voilà. En tout cas, euro sur support. Techniquement, on est à 1,1215. On est également sur cette oblique en bleu qui, je vous rappelle, vient chercher les plus bas depuis 2017, depuis 2018, mais les plus hauts depuis 2015. Donc c'était une résistance devenue support. On a cet oblique en rouge qui vient chercher des points bas également. C'est un bon niveau de support aussi. Regardez, en fait, c'est ce point bas qu'on vient étendre. Donc vous voyez que c'est un support. Et en plus, bien c'est cette zone finalement, cette zone de support les plus bas de novembre, les plus bas depuis novembre. Donc voilà, on est sur un puissant niveau de support et tant qu'on est sur ce support et qu'en plus on a une divergence qui commence à se former, eh bien c'est bon signe pour l'eurodoll. Si on se met en journalier, en horaire, on n'a pas eu de signaux haussiers, mis à part que le RSI, vous voyez, revient à 50. On n'a pas de signaux haussiers.
on a une grosse divergence, mais c'est ni plus ni moins que celle qu'on a vu en 4 heures. Donc voilà, finalement, l'euro-dollar, va falloir attendre que le 4 heures, le RSI 4 heures passe au-dessus de 50. Au niveau du GBP-USD, alors le GBP-USD tient les 1,30 malgré le fait qu'on a eu les parlementaires britanniques qui ont rejeté pour la 3e fois l'accord de retrait de Theresa May. Donc voilà, 1,30 ça tient. Donc c'est un niveau de support pour le moment, même si voilà, on pourrait croire que ça devrait être plus bas. Bien pour le moment, le GBP-USD tient les 1,30. Tant qu'il tient, eh bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Plus que 1,30, c'est une zone finalement de support important puisque c'est, vous voyez, ce support-là, cette zone entre 1,29, 68 et ce plus bas à 1,29, 70, cette zone de 30 pips, eh bien, c'est une zone de support majeur parce que si on a une cassure de ce support, on a un double top, 1, 2, qui est validé. Et on aura un motif baissier jusqu'à 1,25 à peu près. Donc pour le moment, ça reste bullish. Enfin, on est neutre sur du swing trading à l'image de ce range. Vous voyez, on est dans un range pour le moment, mais à très court terme, le fait qu'on soit au-dessus de ce support et qu'on ait en plus une divergence, vous voyez, creux, RSI 29,55, RSI 30, et ensuite, vous voyez, ça rebondit bien. Et là, on a des creux. Plus là, on vient dépasser 50. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. À court terme, les perspectives sont aussi, de toute façon, si on a un rebond de l'euro, on aura de très fortes chances qu'on a de très fortes chances, pardon, qu'on ait un rebond du GBP-USD. Donc, un retour à court terme à 1,31 me semble clairement envisageable en intraday. Au niveau du DXY, alors DXY, on a eu un doji vendredi. En 4 heures, on voit que ça commence à baisser. Pareil, là, on a une divergence, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on a une divergence haussière sur le GBP-USD et une divergence haussière sur l'euro-dollar. Donc, il y a de très fortes chances qu'on ait une divergence baissière sur le DXY. Donc là, le DXY présente des perspectives plutôt bearish si le RSI passait sous 50. Si le RSI passe sous 50, eh bien c'est vente DXY, c'est achat euro-dollar. Alors peut-être pas les deux, parce que les deux reviendraient à faire la même chose, c'est que finalement le DXY c'est une grosse partie de l'euro-dollar, c'est 57% d'euro-dollar. Donc voilà, DXY, shorter DXY revient à payer l'euro-dollar. Donc on va pas s'amuser à shorter le DXY et en plus de cela payer l'euro-dollar. Autant juste payer l'euro-dollar et ça suffit. Vous voyez. Donc voilà, donc DXY perspective baissière si le RSI passait sous 50. Pour le moment, c'est finalement une zone on est dans un moment de consolidation. Au niveau de l'once d'or revient proche de ses plus bas du mois de mars, du début du mois de mars, comme vous pouvez constater vers 1280 à peu près. Donc c'est les niveaux presque actuels, on est à 1290 pardon. Là, écoutez, l'or, pour le moment, c'est une tendance baissière à court terme que nous avons. Même si le dollar, pour le moment, est dans une phase plutôt de consolidation à très court terme, depuis vendredi, l'or, il est neutre. Enfin, il est neutre, mais il a des perspectives plutôt baissières, parce que le RSI est en dessous de 50 et le prix sous la moyenne mobile. Si on commençait à avoir un breakout de la moyenne mobile et un breakout du RSI, enfin de 50 du RSI, là on pourrait s'attendre à un rebond de l'or. Mais pour le moment, le fait qu'on a de la pénurie sur le marché, donc une hausse des marchés actions, et qu'en plus de cela, la semaine dernière, on a eu une hausse du dollar, eh bien ces deux facteurs-là viennent grandement pénaliser l'or. Chose que je n'attendais pas la semaine dernière, ou en tout cas pas la hausse aussi importante du dollar. Donc voilà, le maître de l'or, c'est le dollar. Donc tant que le dollar restera boule, ou en tout cas consolidera, on n'aura pas de rebond de l'or. Il faudrait une baisse du dollar pour qu'on ait un rebond de l'or. Et pour le moment, la baisse du dollar n'est pas prévue, en tout cas pas tant que le RSI du DXY n'est pas passé sous 50.
Vraiment, c'est trop risqué. Je pense qu'on peut attendre que l'or revienne un peu plus bas, vers les 1285, même 1280 dollars, avant d'éventuellement passer à l'achat. Parce que là, vous voyez, là, cette oblique, ouais, ça pourrait être une ligne de coup d'une épaule, épaule, tête, épaule. Donc, voilà. Cette oblique sera très très importante. Vous voyez, on le voit peut-être mieux comme cela. L'épaule, la tête et l'épaule. Alors voilà, 1276, François, ça va être un support à surveiller. 1276, voilà, c'est oui 1276, 1277, voilà. La ligne de coup, c'est cette oblique violette en pointillé. Ah, cette oblique, si elle est cassée, les perspectives deviendront baissières. Ici, on se met en journalier, voilà. Donc là, je l'ai bien ajusté. Et on voit que c'est à voilà 1283, 1284. Finalement, c'est ces niveaux-là. Vous voyez, si on passe sous ces niveaux-là, si on passe sous 1280, on aura clairement la validation de cette ligne de coup qui formerait donc une épaule tête-épaule. Figure de retournement qui donnerait un objectif baissier assez important quand même. Ça donnerait un objectif baissier jusqu'à 1214. En théorie. En théorie. Mais en tout cas, il y aurait des perspectives baissières. Alors, je continue sur le pétrole. Le Brent qui continue à rebondir, alors surtout cette nuit, grâce au bon PMI chinois et japonais, qui viennent rassurer un petit peu sur la perspective de croissance, même si ceux de la zone euro, enfin en tout cas en Europe, ne confirment pas ce rebond de l'activité manufacturière. On a en tout cas ceux de la Chine qui rebondissent et ceux du Japon. Donc c'est quand même une grosse partie du PIB mondial, la Chine et le Japon ensemble. Donc voilà, ça vient soutenir l'appétit au risque. Et donc, bien, l'objectif, c'est toujours le même, hein, depuis maintenant près de 2 mois, c'est la moyenne mobile à 200 jours, avant éventuellement d'aller chercher l'objectif de l'ETE. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher l'objectif de l'ETE vu le momentum qui est assez faible. Donc on va devoir, enfin, à mon avis, on va avoir un retournement d'ici là, mais déjà la moyenne mobile, c'est l'objectif. Et tant que le RSI est au-dessus de 50, le RSI journalier est au-dessus de 50, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Donc 4 heures, voilà, c'est boule. Donc ça, c'est Devis Como. Devis Como, ça va surperformer. AUD, NZD, on le voit très bien, très clairement. L'AUD, ça peut être la semaine de l'AUD, une semaine positive pour l'AUD, malgré la RBA la semaine prochaine, demain. Demain, la RBA ne devrait pas non plus être trop dovish. Déjà parce qu'on a eu des bons PMI en Chine et au Japon cette nuit, mais en plus de cela, elle a déjà été dovish le mois dernier, elle va pas l'être à nouveau. Il n'y a pas des nouveaux facteurs qui viennent compromettre la situation. Donc, on pourrait avoir des bonnes surprises sur l'AUD, sur le dollar australien. En plus de ça, si on a un rebond des cours de pétrole, c'est magnifique pour l'AUD. Donc voilà, AUD USD, on peut très bien voir un retour à 0,71 dans la semaine. L'euro UD pourrait très clairement sortir par le bas de son range. S'il sort par le bas de son range, c'est objectif 1,5537. Et l'AUD Yen, qui est un excellent baromètre d'appétit ou d'aversion au risque, l'AUD Yen a toutes ses chances de revenir proche de 80. Vous voyez, en haut de son range. De toute façon, c'est les perspectives. Tant qu'on est dans son range, l'idée, c'est que l'AUD Yen oscille dedans. Vous voyez, support, résistance, support, résistance, support. Alors là, on est venu taper un petit peu en dessous. Support. Et là, alors soit on va avoir un renversement là cette nuit, puisque cette nuit on a la RBA, ou soit on va aller chercher 80. Donc AUD Yen, il
il y a plus de chances selon moi qu'on aille chercher 80 plutôt qu'on vienne chercher 77,51. Alors on me dit 70 $ pour le Brent, oui, 70 $, c'est un objectif qui me semble très clairement possible. De toute façon, tant que le prix est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et le RSI au-dessus de 50, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour le moment sur le Brent. En plus, on n'a aucune divergence, donc voilà, pour le moment c'est bull, hein. C'est très clairement bullish. Alors au niveau de l'USD Yen, alors on a vous voyez, on a un rebond pour le moment. Ce qui est normal puisqu'on a un regain d'appétit au risque depuis le début de la semaine dernière, à l'image du rebond des marchés actions. On a en plus de cela une épaule, une tête et une épaule inversée, qui est une figure de retournement haussière et qui a un objectif théorique haussier jusqu'à 111,70. Donc ça donne une perspective baissière pour le yen, donc d'appétit au risque. Donc voilà, ça vient rassurer finalement les scénarios d'appétit au risque. Donc haussier AUD haussier S&P, haussier CAC 40, haussier pétrole, voilà. Donc l'USD Yen, c'est direction 111,50 dans un premier temps, sera une puissante résistance, avant d'éventuellement aller chercher 111,70. Je continue sur les paires majeures avec l'USD-CAD. Alors l'USD-CAD, on a un double bottom avec un objectif théorique haussier jusqu'à 1,36 environ. Pour le moment, on a une consolidation et on est même peut-être, alors c'est trop tôt pour le dire, en train de faire un double top maintenant. Qu'on a fait un double bottom, j'ai l'impression qu'on est en train de faire, en tout cas on a fait un double test. Vous voyez à peu près. On a à peu près fait un double test. Vous voyez cette zone de résistance. Donc, si on passe sous la ligne de coup qui serait, enfin sous le support et qui donc deviendrait ligne de coup, donc le support il est à 1,3280. Si on passe en dessous de 1,3280, là l'objectif c'est de retourner au plus bas à 1,31. Parce que vous voyez la hauteur, si on est là reporté théoriquement, ça donnerait un objectif à peu près à 1,31. Voilà, mais pour le moment on est dans une phase de range. Rien ne nous dit qu'on ne va pas y sortir par le haut. Donc USD CAD, c'est neutre à court terme. NZD USD. NZD USD. Alors là c'est compliqué. Parce que d'un point de vue chartisme, on a cassé cette oblique qui faisait office de support depuis 6 mois, depuis le mois d'octobre 2018. Donc ça donne une perspective baissière. Maintenant, vous voyez qu'on le réintègre. Donc c'est peut-être une fausse cassure. Ce qui est sûr, c'est qu'une fausse cassure, c'est un signal de faiblesse. Même si c'est une fausse cassure, c'est quand même un signal de faiblesse du cours. Le fait qu'on soit sorti par le bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment eu d'acheteurs à ce moment-là. Et donc on a dû sortir par le bas. Enfin, le NZD USD a dû sortir par le bas. Maintenant, bon, il y a réintégration, donc NZD USD, c'est à mettre d'écart, je pense, pour le moment. Alors, stratégie de la semaine de Barclays, c'est vente euro-USD. Vente euro-USD jusqu'à 1,56, jusqu'à en fait ce niveau-là. 1,5675. C'est leur stratégie de la semaine. Voilà, donc je vous la partage puisque c'est leur stratégie. Alors je voulais vous faire voir un graphique. Ah oui, l'AUD-NZD. Je voulais voir où ça en était. AUD-NZD, on est revenu à 1,0440. 1,0440. On a eu une divergence haussière. On a une divergence haussière validée. Donc ça donne des perspectives bullish. Voilà, perspectives bullish depuis mercredi dernier. Les perspectives, bien, on peut s'attendre à un retracement. Alors déjà, on va regarder les retracements de Fibonacci de cette tendance baissière. Vous voyez que là, on va avoir 1,05, ça va être un puissant niveau une puissante résistance. Donc déjà 1,05, l'objectif. Et éventuellement, on ira chez 1,06, voire même beaucoup plus haut. L'AUD Yen, depuis 2015,
il est dans un range, enfin, dans un range plutôt, tu vois, triangle, mais regardez, on est vraiment dans une phase de, voilà, de consolidation sur la UDNZD. Donc moi, je pense qu'on peut déjà revenir chercher 1,05. Et ensuite, tout va se jouer en hebdo avec le RSI. Si le RSI repasse au-dessus de 50, on y a cherché 1,10. Un petit tour sur l'euro-yen. Alors, c'est noté, l'euro-yen. Alors, l'euro-yen, l'euro et le yen, deux devises qui sont extrêmement fragiles pour le moment. Le yen, parce que il y a de l'appétit au risque, donc ça fragilise le yen. Et l'euro, bien, parce qu'il y a des décevants chiffres macroéconomiques. Donc, l'euro-yen, à l'inverse de l'USD-yen, ne rebondit pas. Vous voyez, l'euro-yen, il est plutôt flat depuis finalement la semaine dernière, il n'a fait que de osciller. Donc pour le moment, on est dans un range. Tant qu'on est dans ce range, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, il n'y a même rien à faire. Parce que c'est même pas un range validé. On n'a pas les 4 points de contact. On en a un, deux, trois. Mais là, on voit on est peut-être en train de faire le top du quatrième. Mais pour le moment, rien ne nous dit qu'on va pas y sortir par le haut. Donc, l'euro-yen, pour le moment, c'est flat. Si on y sort par le haut, bon, bah, c'est objectif 126. Par contre, si on a un renversement, on ira chercher les récents plus bas aux alentours des 123,80. Alors on va se mettre sur des temps plus faibles, peut-être qu'on a des signaux baissiers. En horaire, non. En 30 minutes, on a une très très petite divergence, mais qui est pas du tout validée, puisqu'on est encore au-dessus de 50. Donc pour le moment, l'euro-yen, il y a pas grand chose à faire. Alors, peut-être courant de l'après-midi, il y aura la divergence validée, il sera possible de vendre l'euro yen, mais tant qu'il n'y a pas de divergence qui est validée, eh bien la perspective est haussière jusqu'à 125. Alors je dis pas qu'il faut payer l'euro yen à ce niveau de prix, parce que c'est un mauvais niveau de prix, surtout quand on a une divergence, quand on a une divergence baissière, c'est pas le moment de payer l'euro yen, enfin un actif. Mais mais voilà, tant que le RSI passe pas en dessous de 50, moi je resterai plutôt en faveur d'une poursuite de la hausse jusqu'à 125. L'euro GBP. Alors, l'euro GBP, il ne fait absolument rien depuis un mois. Regardez ce qu'il fait depuis un mois. Il fait que d'osciller entre, voilà, grosso modo 0,85 et 0,8650. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire sur l'euro GBP. Là, c'est vraiment très délicat de le trader. C'est du trading news, l'euro GBP. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez trader l'euro GBP, mais moi j'ai pas de perspective, hein. Concrètement, l'euro GBP, ça va dépendre du Brexit. Donc finalement, d'un point de vue analyse technique, tant qu'on est dans ce range entre 0,85, vous voyez là-dedans, tant qu'on est là-dedans, moi je resterai à l'écart de l'euro GBP, pardon. Si on y sort par le haut, la perspective sera haussière jusqu'à 0,88. Par contre, si on y sort par le bas, la perspective sera baissière jusqu'à 0,83. Bon, ça va être qui tout double. En hebdo, on regarde ce qu'on a. On a un momentum baissier. On n'a pas de divergence. Donc c'est pour le moment, c'est toujours perspective plutôt baissière, hein. Ouais, et pour les cryptos, mon cher François, bien écoutez, je vous invite à me rejoindre à 13h pour le webinaire spécial crypto-monnaie, puisque c'est moi qui le présentera. Euh, donc, euh, donc voilà, écoutez, crypto. Ah, l'euro-franc, on peut en discuter en ce moment. Parce que l'euro-franc, vous voyez, fait un breakout en dessous des 1,12 en raison des décevants chiffres en zone euro, ou en tout cas des chiffres qui sous-performent. Par contre, le RSI montre une très très belle divergence qui n'est pas encore validée, mais on va peut-être y approcher aujourd'hui ou en tout cas demain, à part si on a une nouvelle impulsion baissière, auquel cas le RSI repassera en baisse. Mais pour le moment, on a un rebond du RSI. Donc si le RSI passe au-dessus de 50, ça serait très très intéressant de payer l'euro franc. Voilà. Voilà donc pour ce point de marché. Ça sera le mot de la fin, l'euro franc. L'euro franc, patience, wait and see. Finalement, toutes les paires en euros, hein.
Regardez l'euro-dollar, il y a une divergence qui n'est pas validée. L'euro-franc, l'euro-yen, il consolide. L'euro-UD, bon, il est en baisse, mais il consolide depuis les 30 derniers jours. L'euro-GBP, pareil. Donc les paires en euros, pour un moment, c'est assez flat. D'accord? Mais on est sur un point de, on est sur un, peut-être un niveau de renversement. En tout cas sur l'euro-dollar et l'euro-franc. Donc ça sera à surveiller. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. En conclusion, toujours l'appétit au risque. Donc vous connaissez maintenant les actifs risk-on et les actifs risk-off. Donc ce matin, c'est plutôt risk-on qu'il faut privilégier. Et voilà. Excellente journée à vous. Et je vous dis donc à tout à l'heure, à 13h, pour le webinaire spécial crypto-monnaie. Et pour ceux que je ne retrouverai pas au webinaire spécial crypto-monnaie, eh bien écoutez, je vous dis à demain pour ma prochaine revue des marchés.